Nous avons devant nous 1h30, 1 heure pour débattre entre nous, ici, entre les collègues, entre les experts, et 1 demi-heure pour la salle, pour des interventions, pour des questions. Je vais brièvement présenter une petite plateforme qui va servir de débat et aussi une plateforme à compléter par les différents intervenants. Je souhaiterais que ce ne soit pas des interventions proprement dites dans le cadre d'un colloque, etc. Je préférerais plutôt qu'il y ait interaction. On réagit, on rebondit, on commence une question au lieu de dire vous avez le temps imparti, ceci et cela. Je préférerais cette formule, c'est plus la formule d'une vraie talente. Mais en guise de petite plateforme introductive, je dirais qu'hier et avant-hier, aussi bien dans les conférences que dans les tables rondes, les différentes tables rondes, nous avons beaucoup parlé de citoyenneté. Une notion chargée de valeur, une notion en construction permanente, une identité juridique, une identité collective, une interaction avec la société, avec l'État, avec toujours, du moins théoriquement, pour le citoyen ou pour celui qui aspire à être citoyen, puisque c'est une construction, toujours des droits et des devoirs. Aujourd'hui, nous voudrions compléter un peu le tableau en débattant de la connexion qu'a la citoyenneté dans une société moderne, j'entends, avec les archives. Mais commençons par la définition des archives. Je me contenterai ici de rappeler ce que dit la loi marocaine, en fait qui rejoint là la plupart des lois à travers le monde, ce que dit cette loi, la loi du 30 novembre 2007, ce qu'elle donne comme définition pour les archives. Les archives sont l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités ou de leur activité. La constitution et la conservation de ces documents sont organisés dans l'intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la recherche scientifique et la sauvegarde du patrimoine national. C'est ça, c'est une définition en fait qu'on retrouve dans d'autres lois des archives. C'est donc dans un intérêt public qu'on organise, qu'on conserve et qu'on communique les archives. L'accès aux archives, c'est l'accès à l'information. L'information étant un pouvoir, et donc l'information est donc en partage avec le pouvoir. Nous sommes au cœur même, avec cela, nous sommes au cœur même de la citoyenneté. Et puis, les archives
Les archives emmagasinent et véhiculent une mémoire collective. Peut-on imaginer une citoyenneté sans mémoire collective alors qu'on a parlé d'une identité collective en construction? Une mémoire collective passe par l'éducation à l'école, par l'enseignement, notamment l'enseignement de l'histoire qui puise son matériau essentiel dans les archives et consolide l'appartenance à un pays, à une culture, j'allais dire même à des cultures au pluriel, à l'identité d'un groupe, donc à la citoyenneté. Les archives sont porteuses de valeurs citoyennes. Voici donc, vraiment très brièvement, quelques idées pouvant servir de petite plateforme, d'une modeste plateforme pour notre débat. Et on pourra bien entendu enrichir cette plateforme par l'apport de chacun et chacune des intervenants. Mais ces intervenants, d'abord je commence par les dames, parce que j'ai un faible pour les dames. Madame Agnès Vatican, archiviste, directrice des archives départementales de la Gironde. Sid Salah, expert en archivistique, ancien professeur à l'École des sciences de l'information. C'est Saïd Moustafid, président de l'Association marocaine des informatistes. Informatistes, en fait, ça n'a pas encore été consacré par l'Académie française, mais on n'entend pas informatistes, les spécialistes des sciences de l'information. Et à la droite, pour une fois il est à droite, alors que normalement il est à gauche. Un complot, au moins qu'il ait retourné sa veste jusqu'à la preuve du contraire, je ne savais pas. C'est Moustapha Bouaziz, collègue historien, professeur à la faculté des lettres d'Ain Chouk, et également pour faire un peu de publicité, conseiller scientifique de la revue Zaman. Zaman qui en fait vulgarise le savoir historique, la science historique. Quelqu'un voudrait-il rebondir sur ce que je viens de dire, sur la petite plateforme que j'ai présentée? Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être un peu bref et de rebondir sur ce que vous avez dit en liant archives et citoyenneté, mais en disant que, oui, on parle souvent que le concept de citoyenneté est une complexité, c'est un concept en perpétuelle refonte, mais il y a quand même, la citoyenneté a une histoire. Et c'est bien de rappeler ça parce qu'il y a des amalgames, il y a des non-compréhensions. La dernière en date chez nous ici, c'est la conférence de Lalaoui qui a été, dans les journaux d'aujourd'hui, ceux électroniques d'hier, ont donné le contenu tout à fait complet. Donc si nos journalistes comprennent bien, on revient à ça, tout à fait le contenu. Donc c'est parce que c'est aussi un des attributs de la citoyenneté, c'est la bonne écoute et la bonne confrontation, et pas cette acquisition simpliste des choses. Donc la citoyenneté, pour faire bref, est un attribut de la modernité occidentale, dont la genèse a duré plusieurs siècles. Et on est passé de droit de cité, que ce soit dans la cité grecque ou la cité romaine, Rome, qui était donc un privilège des patriciens, à une généralisation de la citoyenneté qui est récente. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Mais les archives, ils ont aussi une histoire. Vous en avez rappelé un peu
la définition juridique, mais on rappelle toujours que c'est une pratique qui est née avec la naissance de l'écriture et qui a été développée dans les civilisations caractérisées par la centralité de l'État, c'est lié à l'État. Et les exemples sont connus, là où il y a la tradition d'État, comme l'Empire romain, c'est les annales romaines, ou là où il y a une structure presque étatique, l'Église, c'est le registre des églises et autres lieux de paroisse, etc. C'est la reconnaissance, vous avez dit, des identités, des droits, des propriétés, etc. Alors, ce qui lie les deux, moi c'est un petit éclairage, même anecdotique, mais il est essentiel à apporter là-dedans, c'est la liaison des deux. La liaison des deux. Vous savez, le Vatican a eu il a ses archives, etc. Un historien italien du XVIe siècle, Lorenzo Valla, avait travaillé dans ses archives. Et il a découvert un document important, presque une relique, qui s'appelait la donation de l'empereur Constantin, que c'est un faux document. Et il l'approuve. C'est un faux document, alors que c'était un document qui structure l'imaginaire collectif de la chrétienté. C'est dans ce document, tel que c'était prévu, c'est l'empereur Constantin avait laissé Rome comme capitale à la papauté, il est allé faire sa capitale à Byzance, il l'appelait Constantine, etc. Bon, il a montré que ce document n'a aucune relation avec le 4e siècle, le 313. Et ça a fait un scandale. À tel point que quand on parle de la Renaissance occidentale, parmi les éléments importants qui ont joué ce rôle-là, c'est la découverte de la fausseté de ce document de la donation. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un impact important sur le rôle de l'Église comme médiation entre l'homme et Dieu, et son acquisition du savoir divin pour elle toute seule, ça a déstabilisé tout ça. Et bien sûr, s'il y avait aussi l'imprimerie, ça a permis de propager ça, et ça a ébranlé toute cette structure, et un mouvement est né. C'est l'humanisme, c'est ce qui est à Dieu, ce qui est à César et à César, c'est la séparation des champs, qui est un élément important des sociétés modernistes. Dans nos sociétés à nous, il y a interpénétration organique des champs, que ce soit le champ scientifique, le champ culturel, politique, etc. Donc on est encore à l'antichambre de la modernité, donc la citoyenneté n'est pas là. On est encore à l'inventer. Et la même chose, les archives sont là, c'est la propriété de l'État. Quand ils sont là, à la manière comme notre État pense. Donc je retiens dans votre proposition, je laisse les autres éléments à tout à l'heure, le mot qui est dans le texte de balbutiement. On est en balbutiement de la citoyenneté et des archives en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore fait ce pas vers notre modernité marocaine, puisqu'on est au Maroc, et je vais développer après pour comment ça se fait là et là. Mais je voulais souligner ce caractère-là. Il y a liaison, mais on est à l'antichambre de la modernité. La citoyenneté est encore un programme à construire, et les archives, pour que ce soit une propriété collective de tout le monde et non seulement une propriété de l'État, vous l'avez bien souligné, on est encore au premier pas. Merci, c'est Moussafi. Merci, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit le professeur Baziz qu'en fait un citoyen, c'est d'abord un citoyen qui est imprégné de l'histoire de son pays. Donc ça ne peut pas se faire sans les archives. Mais il y a un autre rôle très important des archives, d'ailleurs dans la définition ça s'est passé un petit peu inaperçu, c'est que les archives c'est pas uniquement une valeur historique. Il y a ce qu'on appelle, pour parler au nom ici, les archives contemporaines, pour ne pas parler en langage technique. C'est-à-dire qu'une archive est considérée comme telle dès sa création. C'est-à-dire que tout document créé par une personne physique ou morale est considéré comme une archive. Et il est important dans l'exercice de la citoyenneté à travers la justification du droit et du devoir, comme l'a souligné Sébastien tout à l'heure. Et donc, c'est important de souligner ça parce que ça permet aux citoyens tout d'abord de connaître ses droits,
ses devoirs, mais surtout de participer au développement de son pays. Et ça ne peut se faire qu'à travers un accès à l'information qui permet justement des propositions pour le développement. Et donc, un système politique qu'on peut appeler démocratique s'appuie bien sûr sur le suffrage universel, n'est-ce pas, sur la séparation du pouvoir, mais sans la participation dans la gestion de la chose publique, telle qu'elle est renforcée aujourd'hui par l'accès à l'information, également par la technologie. En fait, le système de représentation, il est négociable parce qu'en fait, il représente, mais il participe indirectement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un représentant. Mais aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la participation directe à la gestion de la chose publique à travers l'accès à l'information facilité par les technologies d'information et à travers bien sûr d'autres aspects nécessaires tels que l'éducation, l'imprégnation du contexte du pays. Mais tout ça ne peut se faire sans un système organisé de la gestion des archives contemporaines pour préparer bien sûr la gestion des archives historiques, parce qu'il ne faut pas voir juste dans les archives cette notion de valeur historique. Il y a cette valeur importante qui permet l'exercice de citoyenneté. Voilà, je voulais juste souligner ça, et bien sûr on reviendra tout à l'heure à d'autres aspects sur notamment le rôle des informatistes. D'ailleurs, je suis président de l'association des informatistes, puis jusqu'à récemment, on mettait entre parenthèses archivistes, documentalistes et bibliothécaires. Mais avec l'évolution des métiers, on a préféré rester général sur les professionnels de l'information qui appellent bien sûr la question des archives comme importante. Je voudrais juste souligner qu'il y a une erreur au niveau du programme الوطني الإعلامي وليس المعلوماتي. Merci. En tout cas, j'ai bien donné le titre en français. Non, aussi bien en français qu'en arabe, mais je crois que l'impression il y a eu quelques... الكلام أعطي نظرة يعني je parle en arabe. الكلام أعطي نظرة خاطئة عن دور الإعلامي. هو المعلوماتية صحيحة من الناحية اللغوية لأن مادة الاشتغال هي المعلومة، ولكن مهنيا يسمون الإعلاميين. Donc professionnel, professionnellement c'est ça. Merci. Merci Monsieur le Président. Moi je voudrais poser la question suivante à propos des archives. Est-ce que les archives constituent, si vous voulez, une mémoire citoyenne? C'est ça la question, en fin de compte, qu'on va essayer tous de répondre. Pour le comprendre, je crois qu'il est important dans un premier temps de définir les concepts. Bon, le concept effectivement de citoyenneté, donc la première réunion nous a parlé effectivement le fait de revenir dessus. Moi je retiendrai tout simplement quelques mots-clés donc, qui ont été évoqués lors de la séance inaugurale concernant effectivement le concept. La citoyenneté donc, a des dimensions et des attributs, si vous voulez, identité. La citoyenneté, c'est l'État. La citoyenneté, c'est la Constitution. C'est des droits et des devoirs. C'est aussi le fait de participer à la gestion des affaires de la cité, c'est-à-dire à la prise de décision. Alors, quelle est la relation entre archives, en fin de compte, et citoyenneté? Pour le comprendre, je crois que M. Béda a évoqué la définition légale des archives à travers la loi 69/99, qui dit ceci: les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle qu'en soit la date et la forme, etc. Moi, j'aborderai en fin de compte les aspects légaux juridiques, parce que c'est un langage qui n'est pas très compréhensible pour le commun des mortels, en disant ceci. Les archives, pour moi, c'est la vie. C'est la vie tout court. C'est la vie des individus, c'est la vie des entreprises, c'est la vie des États, et c'est la vie des sociétés. En ce sens que les archives, c'est de l'information que l'on produit, c'est de l'information organique. Par opposition, si vous voulez, aux autres types d'informations qui existent au sein d'une société. On parle d'informations organiques lorsqu'il s'agit d'archives dans la mesure où ce sont des documents qui sont produits dans le cadre des activités de celui qui les conserve, qui les produit ou qui les reçoit. Et c'est pour cette raison, en fin de compte, qu'on dit que les archives, ce sont des documents qui sont produits, ou c'est des informations organiques qui sont produites de manière spontanée. Ce qui leur donne d'ailleurs, au niveau de la recherche, une certaine, disons, entre guillemets, authenticité, une certaine innocence, si vous voulez, dans la mesure où ces documents, ces informations, lorsqu'on les produit, on ne les produit pas effectivement pour des usages autres que des usages personnels. C'est-à-dire, lorsqu'on produit les archives, on les produit d'abord pour son existence propre.
c'est-à-dire pour mener des actions et prendre des décisions, ce qui leur donne, comme je vous l'ai dit, un certain caractère de spontanéité, de toxicité, notamment au niveau de la recherche rétrospective et entre autres de la recherche historique. Et c'est pour cette raison que, vu de cette manière, les archives, donc c'est de l'information organique, c'est des connaissances, c'est un savoir, c'est un savoir-faire, c'est aussi en fin de compte un ensemble d'éléments relatifs à l'organisation en fin de compte de l'État et de la société. Vu en fin de compte de cette manière, on peut dire que les archives en réalité interviennent au niveau des attributs et des dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils permettent effectivement de constituer et de renforcer une identité. Ils permettent aussi de construire et aussi de déconstruire la citoyenneté. C'est ça le plus important. Donc, en réalité, les archives interviennent. La relation entre archives et citoyenneté se situe à deux niveaux. Les archives, c'est un moyen et un support qui permet un outil. Tu peux expliquer ce que tu entends par déconstruction de la citoyenneté? La construction d'abord. La construction. On se sent en fin de compte. Vous en avez parlé, donc, puisque les archives, comme on l'a dit, ce sont des documents qui sont produits dans le cadre des activités des personnes, c'est donc un moyen de gouvernance, de bonne gouvernance. C'est un moyen qui permet la transparence, qui permet la participation des individus à la gestion des affaires de l'État, de la cité, tout simplement. Ils peuvent, dans certains cas, comme je vous ai dit, contribuer à la déconstruction, dans la mesure où certaines archives peuvent être falsifiées, on a parlé de la falsification tout à l'heure, ou bien lorsqu'il s'agit des archives qui défendent uniquement, si vous voulez, les privilèges d'une catégorie en fin de compte de personnes à l'intérieur d'une société. Cela s'est vu en fin de compte au Moyen-Âge, où il y a un adage en fin de compte qui a existé durant tout le Moyen-Âge et qui dit ceci: les seigneurs en fin de compte disent que la conservation de leurs privilèges est indépendamment liée à la conservation des documents en fin de compte qui attestent ces privilèges. Donc on appelle effectivement les chartes. Et si vous vous rappelez, en fin de compte, lors de la Révolution française, donc la première des choses à lesquelles les paysans se sont attaqués, ce sont d'abord les archives, les documents, les chartes. Parce que ces chartes symbolisent en fin de compte cette oppression en fin de compte des féodaux vis-à-vis en fin de compte de ce qu'on appelle le sujet. C'est pour cette raison que je dis, dans certains cas, les archives peuvent être un moyen de destruction. Je voudrais juste revenir, si vous voulez, en deux mots à propos de la contribution des archives à la construction, si vous voulez, de la citoyenneté, en disant ceci. Bon, bien sûr que les archives, ça permet de conserver donc, les droits et les devoirs des individus. C'est d'ailleurs l'objectif premier, ou la fonction première des archives, c'est de conserver les documents qui attestent des devoirs et des droits en fin de compte des personnes physiques et des personnes morales. Ça a toujours existé, donc cette fonction, c'est la fonction traditionnelle qui a existé dans le passé, qui continue d'exister dans le jour. Mais le meilleur moyen en fin de compte, qui permet à un citoyen, à travers les archives en fin de compte, disons de participer à la gestion de la cité, c'est l'accès effectivement à l'information. On va revenir à l'accès. L'accès à l'information qui vient d'être évoqué il y a quelques instants. Merci, Agnès. Merci. Je voulais juste quand même vous remercier pour cette invitation, parce que j'étais très heureuse d'être ici aujourd'hui. Moi, je parlerai évidemment de la réalité française, qui est celle que je connais le mieux, et dans laquelle s'inscrit mon travail. Quand j'ai vu le sujet de la table ronde, c'est vrai que cette question du lien entre archives et citoyenneté, je pense qu'on peut l'affirmer aujourd'hui comme un principe, mais que ça n'a pas toujours été le cas, et que même, je pense, dans la perception commune, la question des archives n'est pas immédiatement reliée à la citoyenneté. Enfin, je pense que si on va dans la rue et qu'on interroge quelqu'un au hasard, et c'est sans doute pas la question des archives qui sera la plus immédiate, la plus spontanée, lorsqu'on peut évoquer à quoi tient votre citoyenneté ou à quoi tient la citoyenneté. Donc, pour moi, il n'y a pas une perception immédiate des archives comme étant effectivement un fondement de la citoyenneté, dans la mesure où
la question des archives pose immédiatement celle des usages qu'on en fait. Donc il y a eu des éléments qui ont été donnés déjà effectivement sur la situation au Moyen-Âge. Et c'est vrai qu'il faut vraiment revenir dans le cas français sur cette période de la Révolution qui a constitué un peu un avant et un après en matière de lien entre archives et citoyenneté. Avant la Révolution française, il existe des archives, elles sont conservées par toutes les institutions qui les produisent, que ce soit des institutions municipales, que ce soit des institutions religieuses, les seigneurs, toutes les communautés, les organes de l'État aussi, bien sûr, produisent des archives. Et toutes ces archives sont conservées entre les mains de ceux qui les produisent parce qu'elles sont d'abord destinées effectivement à faire valoir leurs droits et en particulier leurs privilèges, puisque la seule façon d'appliquer un privilège, c'est de pouvoir produire le document, la charte, etc., le document qui le fonde. Jusqu'à la Révolution française, faire l'histoire déjà est quelque chose de compliqué et les bénédictins qui ont essayé d'écrire, qui ont été les premiers grands historiens de la France, par exemple dans le cas de Bordeaux, un bénédictin a voulu écrire l'histoire de Bordeaux et il s'est heurté à une extrême difficulté pour accéder aux archives de la ville, puisqu'il fallait là aussi bénéficier d'un privilège pour accéder à ces archives qui étaient très bien gardées, qui étaient considérées comme un trésor, hein, c'était le trésor de la ville. Il y avait souvent des systèmes de clés, de serrures très sécurisés, mais on peut dire que voilà, l'accès aux archives, l'écriture de l'histoire et a fortiori la citoyenneté, les archives existaient, mais elles ne fondaient rien de tout cela. Donc la Révolution française, on a eu hier une conférence à fin de journée sur la notion de citoyenneté sous la Révolution. La Révolution française a été très fondatrice du point de vue des archives, puisqu'elle a d'abord commencé par abolir toutes les administrations de l'Ancien Régime. Il y a eu aussi des phénomènes de confiscation des biens de l'Église, des biens de la noblesse, parmi lesquels se trouvaient leurs archives. Voilà. Il y a eu des destructions, mais qui, malgré tout, n'ont pas concerné l'ensemble des documents, loin de là, puisque beaucoup des fonds d'archives aujourd'hui en France sont constitués de ces fonds rassemblés au moment de la Révolution française. Et il y a eu surtout une loi très importante, qui est la loi du 7 Messidor en 2, donc ce calendrier révolutionnaire si poétique, donc qui correspond au 25 juin 1794. Qui a donc demandé à ce que tous ces titres et les documents soient rassemblés dans les chefs-lieux de département et au niveau central auprès de l'Assemblée nationale. Donc on a l'embryon en fait du réseau des archives d'aujourd'hui et qui a surtout dans cette loi de 7 Messidor en 2 posé comme principe l'accès à ces documents. Donc le caractère public de ces archives, le fait, donc il y a un article qui dit que tout citoyen pourra avoir accès, en tant que citoyen, pouvoir avoir accès à ces titres aux heures prévues et avec la surveillance adéquate, parce que le législateur révolutionnaire il est quand même avisé, hein, donc il promeut un accès très général, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction, hein, voilà, mais la citoyenneté fonde effectivement l'accès aux archives. Et à partir de là, donc, on rentre dans un régime, même si ensuite il a connu toutes sortes de vicissitudes, de publicité des archives qui s'oppose absolument au régime antérieur à la Révolution, qui était un régime de secret d'État et de secret généralisé. Merci Agnès. C'est vrai que tu as dit qu'avec un micro-trottoir, le commun des mortels ne voit pas une relation directe entre archives et citoyenneté, mais ce même commun des mortels voit très bien ou réclame au effort un droit à l'accès à l'information. Est-ce que l'accès à l'information est possible sans une organisation de l'information? Or, organiser l'information, on est déjà au cœur même de l'archivistique. L'archive, on n'attend pas que les archives soient au stade final, à savoir
des archives définitives ou des archives historiques pour qu'on les appelle archives. C'est vrai que certaines personnes parlent de record management, et la définition même de la loi marocaine considère archive en amont dès la construction, la fabrication du document, il est considéré archive. Donc, ce problème de l'accès à l'information, cette question de l'accès à l'information qui est une revendication sur la scène marocaine aujourd'hui même, il y a plusieurs textes qui ont circulé, c'est aussi, je crois, une citoyenneté en devenir. Quelquefois qui ne dit même pas son mot. Mais quand on réclame quelque chose, comme un droit, c'est qu'on veut participer à la gestion de la cité et qu'on est au cœur même de la citoyenneté. C'est ça. Oui, je vais le dire avec mes mots. Bien sûr, pas avec les miens. Donc je vais revenir là, à ce qui a été dit sur deux choses et essayer de vous répondre avec mes mots comme j'ai dit. Bon, premièrement sur les archives et la vie. Oui, c'est intéressant, mais il faut nuancer en disant que c'est une image de l'activité humaine. C'est une image qui est transcrite. Et c'est une partie de la vie. Ce n'est pas toute la vie, c'est une partie de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de déperditions, on n'enregistre pas tout et on n'archive pas tout. Donc ce qu'on a dans les archives, même bien faites, ce n'est qu'une image. C'est une image à travers. Une capture, mais voilà, c'est une capture. C'est une capture suivant le filet que vous avez. Ça, gros, etc. Ça dépend de ce que vous capturez, mais c'est une image. Pour dire ça, parce qu'on travaille dans une image. De l'autre côté, là, vous avez parlé, est-ce qu'on pourrait parler de citoyenneté sans mémoire collective? Là aussi, je voudrais nuancer pour dire, bon, au moins au niveau académique, au niveau de l'histoire que je connais, donc il y a une différenciation entre mémoire collective et mémoire scientifique ou historique dont nous parlons. Il y a une différence entre les deux. Quelle est la liaison justement avec la citoyenneté? C'est que dans les sociétés qui ne sont pas modernistes, où la citoyenneté dans le sens universel qui est employé aujourd'hui, à savoir, c'est-à-dire que les citoyens, il y a un contrat social entre les citoyens, il y a une participation, il y a une égalité des individus, il y a l'individu responsable, des droits et tout ça, ça c'est nouveau. Ça n'a pas toujours existé. Ça c'est nouveau. Alors, le passage vers ce nouveau-là est lié entre cette relation entre mémoire collective et mémoire historique. La mémoire collective, elle a toujours été là. Elle est façonnée par les pouvoirs. C'est l'imaginaire collectif, elle est perpétuée par tous les outils d'un État donné, que ce soit l'école, que ce soit les noms des rues, que ce soit maintenant la télévision, avant c'était la religion et les crèches, etc. On façonne un imaginaire collectif, on crée une mémoire collective qui n'est pas la transposition d'une réalité du passé. C'est un passé peut-être créé, un passé gonflé, un passé déformé, etc. La mémoire scientifique historique, c'est celle des historiens qui essayent d'aller dans l'exhaustivité, si les archives... Sur la base des archives. Bien sûr, si les archives le permettent, parce qu'ils ne le permettent pas souvent, on y va. Qu'est-ce qui fait la citoyenneté? Ce qui fait la citoyenneté, un marqueur de la citoyenneté, il n'y a jamais adéquation entre mémoire collective et mémoire historique. Il y a toujours un écart. Il y a toujours un écart. Mais quand l'écart est grand, on n'est pas dans la modernité. Parce que la mémoire collective broie ou même façonne cette mémoire historique et les historiens deviennent des agents qui propagent bien sûr. Mais quand il y a cette évolution vers un désengagement des champs et que le champ scientifique n'est plus sous la houlette d'un champ religieux où il a son indépendance. À ce moment-là, la mémoire scientifique, historique se crée et il y a cet écart-là. Quand l'écart est petit,
parce qu'il n'y a jamais adéquation. Quand l'écart est petit, il y a citoyenneté. Quand l'écart est grand, on est encore dans la recherche d'une citoyenneté. C'est pour ça que je reviens toujours au mot balbutiement. Alors comment aller dans le sens de ça? C'est dans notre logiciel intériorisé que les historiens appellent la mentalité. Il est structuré avant la modernité par une logique binaire, bien travaillé par notre maître Jacques Le Goff sur la logique binaire et la logique triennale avec la société tripartite, etc. Dans le monde arabo-musulman, on est encore dans la logique binaire. On n'est pas passé à la logique à 3 temps, la logique où il y a le temps, mon temps, votre temps, ou des deux adversaires, et puis le temps du dialogue, le temps de l'ambiguïté, et le temps de la synthèse, qui est le temps le plus long. On n'est pas encore passé à ça. Dans les sociétés occidentales, on y est passé, parce qu'il y a cette autonomie du champ scientifique par rapport aux autres champs. Alors, dans notre état où on est, vous avez dit, on est en marche, ça va vite. Qu'est-ce qu'il nous faut pour aller dans ce sens-là? Il faut transcender le communautaire. Il faut transcender le communautaire et aller vers le développement d'un lien entre individus. Ce développement-là, sa transcendance est encore balbutiante, à tel point qu'entre communauté et société, la langue arabe ne donne pas de différenciation. Parce qu'on est encore dans le communautaire, même si on parle de société. Développer le lien de droit. Et ça, on le trouve au niveau des archives. Qu'est-ce qu'il faut? Madame a parlé de surveiller. Il y a le droit à l'information, mais il faut surveiller parce qu'il faut sauvegarder ces documents, etc. Quand est-ce qu'on peut les regarder? Il faut les conserver, en même temps conserver un espace d'intimité, un espace individuel, au moins pour un temps. Donc il y a une réglementation, ça doit se faire. Inventer le nouveau nous. Il y a un nous, un ancien nous, qu'il faut inventer, un nouveau nous qui est en perpétuelle invention. Bien sûr, élargir l'espace du public et limiter l'espace du privé, élargir l'espace civique et limiter l'espace du sacré, élargir l'espace du rationnel et limiter plus ou moins l'espace de l'émotionnel, promouvoir l'écrit sans tuer l'oral, élever le degré d'organisation de la société pour aider, en fin de compte, à sauvegarder toutes les archives, même privées, pour le privé, dans une première période. C'est tout le travail qui a été fait en France au XIXe siècle. C'est d'aider tous ceux qui sont en possession d'archives privées, de les entretenir, c'est de les garder. Là, avec la numérisation, on peut le faire. On en a déjà parlé avant, avec beaucoup de fonds d'archives privées qui sont en train de se perdre. Et bien sûr, organiser les archives publiques, et là, vous en avez bien parlé. Pour ça, je peux dire, donc si on arrive à ça, on est dans une citoyenneté positive, intériorisée, comme une nouvelle mentalité, et nos archives passent donc d'une appropriation privée ou l'appropriation stricte de l'État à une appropriation collective, celle du peuple. Merci. Merci. Là aussi, je vais parler avec mes mots. Non pas les mots de l'historien-chercheur, mais beaucoup plus avec le mot de professionnel qui réfléchit beaucoup plus à une situation. Et je voudrais parler justement de ce que vous avez évoqué du droit d'accès à l'information. Parce que la citoyenneté a évolué. Et avec elle, il y a cette évolution de la question de l'information. Je parle beaucoup plus de l'information plus que l'archive, parce que le plus important, c'est l'information des archives. C'est beaucoup plus le support. Aujourd'hui, le support papier qui est régnant, mais il y a également d'autres formes de support aujourd'hui, malheureusement, au Maroc. Et sans des archives, malheureusement, ils ne sont pas reconnus en tant que preuve. C'est ça le problème pour justifier, par exemple, devant un tribunal au Maroc, pour le support papier. Je pense dans d'autres pays, il y a aujourd'hui la reconnaissance d'autres supports, notamment électroniques, avec des normes spécifiques. Alors là, le combat vers l'accès à l'information, ça aussi c'est un combat continu. Ça a commencé avec la Révolution française, et puis je dirais, il y avait d'abord ce qu'on appelle le droit à l'information, tel que stipulé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si c'était beaucoup plus dans le sens de la liberté d'expression. Et puis avec le temps, ça s'est développé, le droit d'accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la question principale au Maroc. On a une petite schizophrénie d'ailleurs. On a formé les professionnels depuis le début des années 70, d'accord? Mais on a une loi sur les archives,
en 2007, un projet de loi d'accès à l'information en cours. D'accord? Donc il y a une volonté politique qui est plus ou moins, je dirais, hésitante à ce sujet-là. Mais est-ce que la volonté politique est suffisante? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a la volonté qui se matérialise par une législation, mais surtout par la mise en place de systèmes et de mécanismes. Est-ce qu'aujourd'hui, serait-il possible, si demain on vote la loi sur l'accès à l'information, est-ce que les administrations publiques, les communes sont capables de fournir un accès à l'information aux citoyens? C'est le demande. Ou ce qu'on appelle la publication anticipée des informations. Est-ce qu'il est capable avec son système de gestion actuel? Et puis, deuxième chose, il y a beaucoup de contraintes. Il y a toujours cette notion de secret professionnel qui se pose, qui est parfois en confusion avec la protection des données personnelles, qui est une obligation également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser en respectant le secret professionnel, certes, mais en protégeant les données personnelles. Et là, qui est devant la scène, c'est celui chargé de gérer et de communiquer. C'est-à-dire le professionnel, ça permet de parler ça, parce que si on prend la loi sur les archives, il y a des dispositions pénales très fortes et très, je dirais, parfois excessives. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des cas où des gens qui étaient responsables de la gestion des archives sont allés devant les tribunaux parce qu'il y a eu justement soit des destructions des archives, et ça. Pourquoi? Parce que le système n'est pas bâti sur tous ces piliers. La volonté politique avec la réglementation, le système de gestion et un système et un statut clair des professionnels qui leur permet d'exercer pleinement leur profession, on n'a pas tous ces piliers. Bon, je dirais que c'est normal dans l'état actuel de développement du pays, et donc on est en train de construire, mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'aujourd'hui on a justement des institutions, une législation qui permettent l'accès à l'information? Je pense que non, c'est en cours, mais il faut réfléchir avec les chercheurs sur la meilleure manière de faire participer les citoyens à la gestion de la chose publique, de leur permettre un accès, je dirais, aux informations sur le droit et le devoir, sachant qu'aujourd'hui on a des gestionnaires qui ont toujours imprégné de sa paradigme qui dit que l'information c'est le pouvoir. Et donc on a toujours cette mentalité justement de tout garder, de tout stocker, et la communication, je dirais, c'est beaucoup plus l'exception que la règle. Donc ça c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous par rapport à cette question d'accès à l'information. Merci. C'est ça là. Merci. Alors, je reviendrai juste en fin de compte à ce que je disais tout à l'heure. Je disais que les archives peuvent contribuer effectivement donc, à la constitution et à la construction de la citoyenneté. De plusieurs manières, donc j'en ai évoqué quelques-uns, en ce sens que des archives en fin de compte publiques, mais aussi privées bien organisées, peuvent faciliter la prise de décision. Ils permettent de prendre des décisions fondées, ce qui va entraîner bien sûr l'adhésion des citoyens. Et ça renforce donc cette citoyenneté. Mais disons, le meilleur moyen, plutôt, ce qui impacte en réalité donc, les archives au niveau de la prise de décision, c'est la participation du citoyen en termes d'accès effectivement au contenu, c'est-à-dire aux informations contenues dans les archives. C'est ce qu'on a souvent qualifié aujourd'hui au Maroc de droit de l'information, si prête à confusion dans la mesure où aujourd'hui ce sont essentiellement les journalistes qui s'intéressent à cette problématique, essentiellement, je reviendrai à ce problème par la suite, mais en réalité donc, il s'agit d'un accès au savoir. L'accès, c'est l'organisation des archives publiques et leur accessibilité aux citoyens permettent à ce dernier effectivement de participer donc, à la gestion des affaires de la cité en contrôlant en réalité l'action des gouvernants. L'accès aux archives en réalité est un petit peu semblable, disons, à ce que font les parlements, à ce que font les syndicats ou la presse. Puisque le fait effectivement d'accéder à l'information permet aux citoyens
d'exercer d'autres droits. C'est-à-dire le fait de connaître en fin de compte ses droits, ça permet effectivement de se défendre, de mieux se défendre, aux citoyens de mieux se défendre et de revendiquer éventuellement d'autres droits dont il n'a pas connaissance s'il n'a pas accès effectivement à cette information administrative. Et c'est pour cette raison qu'historiquement, l'accès à l'information est intimement lié à la position, c'est-à-dire au statut de citoyen. Si on remonte dans l'histoire, à l'époque romaine où les archives étaient probablement très bien organisées avec des niveaux centraux, des archives au niveau central, des archives au niveau des régions, l'accès aux archives n'est permis que aux seuls citoyens. Bien sûr, la Révolution française a repris, si vous voulez, l'accessibilité des archives aux citoyens, mais en réalité, la constitution des archives, donc en 1789, a été faite essentiellement pour des besoins utilitaires, c'est-à-dire qu'on a réuni les archives françaises dans des dépôts, donc aussi bien au niveau central qu'au niveau des provinces, pour reconstituer les biens de la commune, les biens de l'État. Mais ce n'était pas nécessairement donc, pour pouvoir mettre ces archives à la disposition en fin de compte des citoyens. D'autant plus que ces archives en fin de compte n'étaient pas très bien organisées pour pouvoir permettre l'accès des citoyens aux informations qu'ils enferment. Ça rejoint un petit peu, plutôt ça s'apparente un petit peu à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a une loi en discussion sur l'accès au savoir, le droit de savoir, le droit à l'information, alors qu'en réalité, les archives ne sont pas organisées. Donc vous allez mettre en place un droit qui ne sera jamais appliqué dans la mesure où les archives ne sont pas effectivement organisées ni au niveau de l'administration, ni au niveau, en fin de compte, des archives centrales. Parce que les archives, jusqu'à présent, les archives du Maroc, n'ont pas les moyens nécessaires pour collecter toute l'information qui est produite au niveau des organismes publics. Je disais donc que cet accès à l'information est quelque chose de fondamental. Et il est, à mon sens, grand temps que les chercheurs, en particulier les historiens, s'investissent aussi bien au niveau pour considérer l'action des archives nationales et pour pouvoir demander, appuyer cette demande d'accès effectivement au savoir, à la connaissance qui est indispensable à leur travail. Et il faut savoir que dans d'autres pays, ce sont en réalité des historiens qui étaient au front pour pouvoir demander l'ouverture des archives au public. Et c'est grâce aux historiens qu'au XIXe siècle, la totalité ou la plupart des archives en fin de compte européennes se sont ouvertes devant le public. Et il y a eu un phénomène de contagion dans la mesure où, lorsqu'un pays ouvre ses archives, la France par exemple, lorsqu'il a ouvert ses archives, ou l'Allemagne, tous les autres pays effectivement ont été obligés de le faire, de suivre, parce qu'il y a eu cet effet de contagion, d'autant plus que les informations conservées dans un pays complètent effectivement, ou bien revendiquent effectivement des droits et des devoirs que d'autres pays exigent effectivement de suivre pour pouvoir éventuellement apporter une réponse. Merci Agnès. Un petit commentaire à propos de l'accès à l'information. Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de cette loi de Messidor en 2, extrêmement libérale. Mais ce que l'on voit entre donc, cette période-là et aujourd'hui, c'est que cette question de l'accès, elle est complètement mouvante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment il y a une loi très libérale que les choses sont acquises. La loi, elle reflète aussi l'état d'une société. Et on l'a vu très bien en France, puisqu'en fait, progressivement, au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, un certain nombre de textes ont petit à petit refermé les archives en posant des délais ou des dates butoirs. Voilà, et jusqu'en 1979, où il y a eu une grande loi sur les archives, sous Giscard d'Estaing, qui a posé des délais de communicabilité sur les archives publiques. Avec un délai général de 30 ans et puis des délais de 60 ans pour tout ce qui concernait la sûreté de l'État et la vie privée. Cette loi, en fait, en 1979, était considérée comme plutôt libérale, puisqu'en fait, elle permettait de rouvrir les archives qui progressivement avaient été refermées par une accumulation de textes divers et variés. Mais quand moi j'ai commencé à travailler dans les années 90, cette loi était extrêmement décriée, parce que c'était notamment avec cette loi qu'on fermait les archives de la période de l'occupation, et donc elle était considérée au contraire comme très rétrograde. Voilà.
il a fallu en réalité attendre longtemps, il a fallu attendre 2008 pour qu'il y ait une nouvelle loi. Et on a bien vu, parce que cette loi s'élabore au Parlement, et donc ces délais ont fait l'objet, il y avait une proposition du gouvernement, mais ensuite il y a eu des débats assez vifs dans les deux chambres. Et la loi qui en a résulté s'est voulue à la fois beaucoup plus libérale, c'est-à-dire qu'elle a posé comme principe l'accès immédiat aux documents, c'est-à-dire le fait que les documents publics sont immédiatement communicables, mais dans les exceptions, c'est-à-dire dans les délais spéciaux prévus pour protéger, en gros, les deux catégories de secrets qu'on protège, c'est effectivement tout ce qui a trait à la sûreté nationale, à la sécurité publique, et puis d'un autre côté, tout ce qui a trait à la vie privée, et notamment les aspects médicaux, les données personnelles, etc. Il y a eu, ce qui n'était pas le cas dans la loi précédente, donc un délai, qui a été posé sur tous les documents relatifs à la fabrication d'armes de destruction massive, qui a été posé sans délai. C'est-à-dire que ces documents sont devenus définitivement incommunicables. Et cette loi donc, de 2008 qui voulait revenir sur les dispositions 79 et être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libérale, qui posait ce principe de libre accès comme règle générale, qui revenait donc notamment sur un délai de 30 ans qui avait été posé en 79, cette loi elle a été entachée dès sa naissance par le fait qu'on était en 2008, le contexte de la guerre en Irak, etc. Donc les armes de destruction massive, tout d'un coup, surgissent dans le débat, alors qu'elles n'apparaissaient pas comme typologie documentaire jusque-là, et on pose un délai où il n'y aura jamais communicabilité de ces documents. Et là, ça a créé un scandale qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux nouveaux débats et un projet de loi mais qui tarde un peu à sortir pour revoir ces délais. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ça reflète vraiment l'état d'une société et son degré d'ouverture, son degré de... mais que les choses ne sont pas, un peu comme on l'a dit hier déjà, linéaires, c'est-à-dire c'est pas parce qu'à un moment il y a une loi extrêmement libérale qu'il n'y aura pas à un moment un effet de retour de balancier sur ces dispositions. Et pendant qu'on discute des délais de communicabilité des archives, est venu se greffer un autre débat sur la scène de l'information, à savoir le droit à l'accès immédiat de l'information, l'accès immédiat de l'information, qui a été un sujet débattu vraiment avec acuité au sein du Parlement européen, et on a beaucoup parlé du droit à la mémoire, mais aussi on a parlé du devoir, du droit à l'oubli, le devoir de mémoire contre le droit à l'oubli. En d'autres termes, quand quelqu'un vous dit « moi je ne veux pas », et alors que normalement l'information, je veux dire les archives et tout ce qu'elles contiennent, c'est un bien commun, mais quand quelqu'un au nom de sa vie privée vous dit « moi je ne voudrais pas exister dans vos archives », est-ce mon droit d'ajourer, comment on dit là, anonymiser, c'est ça, anonymiser. Je ne veux pas exister en tant que X ou Y, moi je demande le droit de ne pas exister dans vos archives. Et je ne veux pas que la postérité sache que j'ai existé, que est-ce un droit, tu as une opinion là-dessus? Juste avant de refaire un tour de table. Oui, c'est un débat qui est très fort actuellement, puisque il y a un projet de directive sur les données personnelles qui est en cours d'élaboration, qui fait l'objet au niveau européen. Je sais que la France, le ministère de la Culture suit ça de très près, puisque les premiers textes prévoyaient de pouvoir effacer effectivement toute donnée à caractère personnel, ce qui d'une certaine façon, donc se rattache au droit à l'oubli, voilà, mais pose aussi question en termes de mémoire citoyenne. Par exemple, aujourd'hui, en France, dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18, on a des demandes massives d'accès aux registres matricules, donc qui étaient les registres d'immatriculation militaire de tous les combattants qui ont participé à
à cette guerre. C'est une demande sociale extrêmement forte, donc tous les services d'archives numérisent. C'est une demande citoyenne parce qu'effectivement, le fait d'être mobilisé, était mobiliser les citoyens. Et aujourd'hui, les familles qui recherchent l'histoire de leurs ancêtres, c'est parce qu'effectivement, elles descendent de ces personnes-là. Avec un tel règlement européen, on peut imaginer que tous ces registres auraient pu être détruits, sans trace. Voilà. Or aujourd'hui, il y a quand même une revendication de cette mémoire individuelle, et pas que collective. Il y a vraiment, sur la guerre de 14, il y a 3 niveaux. Vous disiez tout à l'heure, vous confrontiez deux niveaux de mémoire, mais sur la guerre par exemple, de 14-18, vous avez vraiment la mémoire individuelle, la mémoire des familles, vous avez la mémoire collective, telle qu'elle s'exprime dans les commémorations, et puis après, vous avez le travail des historiens. Et il y a une articulation vraiment à 3 niveaux. Mais c'est vrai que cette problématique des données personnelles, elle est très grave parce qu'on sait que ces données personnelles elles font aussi l'objet d'une marchandisation, elles permettent de tracer les individus, de les suivre aujourd'hui avec les nouvelles technologies, et en même temps, vouloir les supprimer a priori, c'est aussi priver les individus, les familles, de leur mémoire et d'une certaine part de leur citoyenneté. Merci Agnès. Dans la connexion archives et citoyenneté, il y a un facteur clé qu'on a souvent tendance à ignorer ou à occulter, alors qu'il est essentiel, qu'il est primordial, c'est l'archiviste. C'est la compétence d'un spécialiste, d'un expert, et il est occulté souvent, mais encore plus occulté chez nous qu'ailleurs. Chez nous, le métier de l'archiviste, d'ailleurs qui n'est même pas reconnu en tant que métier, en tant que statut, l'archiviste, tu l'as évoqué tout à l'heure, a plusieurs contraintes pénales très dures par la loi du 30 novembre 2007, mais aussi contraintes sociales, le regard de l'autre sur l'archiviste, contraintes relatives aux infrastructures inadéquates, alors que il y a un code de déontologie de l'archiviste adopté à l'Assemblée générale du Conseil international des archives en Chine le 6 septembre 1996, un code de déontologie qui met la barre très très haut. D'où, je crois, avec toutes ces contraintes et en même temps cette inspiration citoyenne, mais aussi professionnelle, de s'adapter, d'accompagner les nouveautés, d'accompagner l'épanouissement de ce métier et sa reconnaissance. D'où, pour l'archiviste, entre guillemets, puisqu'il n'a pas encore ce statut légalement, l'archiviste marocain vit une certaine perplexité, un malaise. Est-ce que tu voudrais commenter un petit peu et très brièvement, parce que je voudrais donner la parole à la salle, je crois qu'elle a l'assistance a des choses à dire aussi. Je crois que c'est mon voisin d'aller plus loin, mais je vais quand même profiter de cette nouvelle occasion pour aller dans un sens quand même pratique. Effectivement, c'est une question de mentalité. Et il y a bien sûr le métier, les contraintes du métier, etc. Il y a les contraintes de l'État et les hésitations de l'État. Et il y a aussi la mentalité de la population. Et, c'est ce que j'appelle l'environnement social. Exact. Sur ça, il vaut mieux parler un petit peu dans notre histoire récente. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'histoire collective, mais dans l'histoire des historiens, il n'y a pas. C'est le contraire. Et on hésite encore à les mettre. Même avant, on les prend comme sujet académique de recherche. Maintenant, c'est fait, mais ils sont dans le domaine académique, ils ne sont pas dans le domaine public. Et quand ils sortent au domaine public, ça crée scandale. Mais on a besoin de ces scandales. Parce
comme ça que ça avance. J'en cite deux ou trois brièvement. Bon, c'est tout le travail fait autour de la période 1930, ce qu'on appelle visiblement là, le Daher Berber, ce qui a été fait. Bon, dans l'histoire, dans l'imaginaire collectif marocain, le sultan c'est le père du nationalisme marocain. Mais quand on dit qu'il a signé ce Daher, ça c'est les historiens qui disent ça, ça fait un petit scandale. Ne parlons pas de l'exil de la famille royale et des lettres qui ont été échangées, qui sont publiques en France par la loi des temps, mais qui sont difficiles à être ici. Parce que le sultan, à un certain moment, avait émis le vœu de laisser le pouvoir pour pouvoir vivre tranquillement. Non, il y a une lettre dans ce sens, mais cette lettre-là fait scandale, si on l'amène au Maroc. Et dernièrement, bon, on a vécu, je crois, un des plus grands chocs entre mémoire et histoire. Et vous étiez à l'origine. Alors donc, on a déjà, quand on parle de notre mémoire collective, là, on a un seul manifeste pour réclamer l'indépendance, c'est le 11 janvier 1944, c'est même une fête, même devenu une fête nationale après l'hésitation de l'État. L'État ne l'a approprié qu'après, mais en réalité, il y a 5 manifestes. Et pourquoi on focalise sur un et on marginalise les autres? La mémoire est sélective. Et oui, et les autres mémoires, comme celui de nous, est le plus important. Au niveau construction des idées, au niveau justement citoyenneté, la notion de citoyenneté. Donc l'historien là à mettre en contrepartie ces deux-là. Mais même ce manifeste du 11 janvier qui est dans notre mémoire collective, vous avez soulevé en 2005, je crois, un lièvre important, c'était le débat qu'il avait soulevé en posant la question avec une relève. Alors ceux qui ont signé, c'est 58 ou 66. Alors, dans le fameux manifeste fleuri, etc., qui est... Et d'ailleurs, même celui du PDI, il est aussi fleuri, là, ils ont suivi la même... Il n'était pas fleuri avant, les trucs. Donc, il y a des noms, mais ces 66 noms, c'était en 73 que ça a été fait. D'être poursuivi légalement. Je suis obligé de répondre avec votre aide, en sortant des documents, en expliquant le contexte historique, que ça ne touche pas les familles. Parce qu'effectivement, la famille, les Fassi, que ce soit Mohamed El Fassi ou Mehdi El Fassi, ont participé à la marche pour l'indépendance, ils étaient près du palais, etc. Mais ils n'ont pas signé. Alors que leurs cousins, leurs frères ont signé. C'est cette réalité-là qu'il fallait expliquer. Pourquoi? On est dans l'événement, on est central dans l'événement, et ça ne leur rêve rien, mais ils ne sont pas dans la signature dans le document. Il faut trouver l'explication de la conjoncture, pas après coup. Alors l'explication est là. C'est parce que le sultan avait un droit de réserve par rapport aux autres, ils étaient dans l'entourage du sultan, ça c'était un côté, donc tout en étant dans l'événement, il ne fallait pas mettre leur nom. Secondo, il y avait peur, on est en pleine guerre mondiale, que tous ceux qui vont signer, on va peut-être les mettre en prison, et le nationalisme va être avorté. Donc il y avait même certains qui disent qu'il y avait un choix. Ceux qui ont signé étaient à l'étranger, sont partis juste après à l'étranger, et d'autres qui étaient restés là, même ils ont préparé l'événement, ils l'ont pas signé. C'est l'explication du moment qui donne ça et qui ne touche aucune dignité, aucun honneur, etc. Ce passage-là, c'est un passage de mentalité, il est lié à la citoyenneté, il n'est pas encore franchi. Merci, il faut encore plusieurs scandales de ce genre. Un dernier mot, c'est Moustaphi pour l'assistance. Oui, justement, l'image de l'archiviste, chez le commun des militaires, c'est vraiment quelque chose qu'il faut corriger très rapidement. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait justement un droit, il faut que les citoyens puissent justement y aller demander cette information ou l'accès à cette archive. Et il n'y a pas cette image qu'en fait l'archiviste c'est un petit fonctionnaire qui est dans un coin mal habillé et qui répond rarement aux demandes d'information. C'est vraiment... Mais je voulais juste répondre à cette question de métier, parce que là c'est problématique. Parce que quand on dit l'archiviste c'est un musée au Maroc, c'est vrai, ça n'existe pas. Les textes
L'informatique non plus. On a changé, il y avait un statut particulier, une volonté politique à vouloir regrouper et on a bataillé pour qu'il y ait une spécification des fonctions, des tâches et des fonctions de chaque corps. Bon, ça c'est la loi de politique et de la réforme. Il y a d'autres, je dirais, contraintes qu'il faut prendre en considération. Mais le métier, c'est quoi en fait? C'est d'abord une formation qui existe depuis longtemps. Le professeur Essal a contribué à former une génération d'archivistes. C'est un corpus académique. Donc, allez-y à la bibliothèque d'Élysée. J'encourage d'ailleurs les chercheurs, notamment les historiens, à y aller. Il y a beaucoup de travaux sur les archives, sur la manière de les utiliser, sur leur organisation. C'est des travaux qui ont été réalisés depuis les années 70 et qui continuent à être produits de manière, je dirais, soutenue annuellement. On a beaucoup d'ailleurs et d'ailleurs je remarque, comme j'enseigne toujours à l'ISI, il y a un engouement pour la formation des archivistes parce qu'il y a des options. Donc les archivistes sont plus nombreux. On a des difficultés aujourd'hui à former des bibliothécaires ou d'autres métiers que les archivistes parce que justement il y a un intérêt au métier, il y a une volonté de... Et puis en plus du corpus, il y a des revues de vulgarisation. Bon, au Maroc non, parce que la taille, je dirais, critique, que ce soit des chercheurs, oui, mais au niveau international, il y a beaucoup de revues. Et puis il y a, disons, le quatrième facteur, l'organisation, je dirais, ou les associations professionnelles. Oui, il y en a au Maroc. Même si le poids des archivistes à l'intérieur reste à revoir avec les aspects des commissions à développer, mais au niveau international, on a le Conseil international des archives, qu'il faut souligner, qui contribue justement au développement du métier à travers, par exemple, le profil comme la partie Soledad. Je pense que là, on a les ingrédients. Mais ça, ce n'est qu'un pilier pour la bonne gestion des archives, parce qu'il faut, on l'a dit tout à l'heure, une volonté politique, une législation, et puis un système de gestion avec des ressources, avec je dirais, des structures spécifiques, etc. Et bien sûr, les compétences. Les compétences, moi je le dis, ils sont là depuis longtemps. Peut-être pas avec toutes les, je dirais, caractéristiques nécessaires, avec l'évolution, mais ils sont là, ils continuent à être formés. Maintenant, il faut faire attention aux autres aspects que sont la législation, la politique des structures, et surtout, il faut faire un travail au niveau des citoyens pour leur montrer qu'il y a les archivistes, qu'il y a les archives, qu'ils peuvent y accéder et que c'est un droit d'accès à l'information, qu'il soit l'accès à l'information, je dirais, contemporaine ou à l'archive historique pour des besoins de recherche. Je crois que c'est tout ce qui est à dire. Merci, c'est Salah. Monsieur le Président, je ne vais pas en fin de compte évoquer, disons, le rôle de l'archiviste en fin de compte en tant qu'interface entre les archives et les différents utilisateurs. Moi, je préférerais, comme je l'ai déjà dit dans une autre réunion la semaine dernière, parler de profession. La profession d'archiviste, je crois que pour parler de profession, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies pour effectivement dire qu'on a des professionnels, c'est-à-dire une profession d'archiviste. Il faut bien sûr avoir un nombre suffisant de personnes qui exercent, avoir une formation universitaire, avoir un statut en fin de compte, avoir une déontologie en fin de compte avec des règles d'accès effectivement à la profession. Malheureusement, tout ceci n'existe pas pour l'instant et on ne peut pas parler effectivement de profession d'archiviste. Je reviendrai sur un sujet peut-être beaucoup plus important qui est effectivement le droit d'accès et le droit à l'oubli. Toutes les législations concernant l'accès aux archives ont été confrontées à ce dilemme. Comment effectivement faire de telle sorte à ce que les citoyens, pas uniquement les citoyens, l'ensemble effectivement des citoyens puissent accéder aux archives tout en préservant le secret de la vie privée des personnes et le secret des entreprises, le secret de l'État, parce qu'il y en a un. Bien sûr qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde est pressé d'avoir accès à l'information effectivement la plus immédiate possible. Bon, les nouvelles technologies y incitent beaucoup, mais il est tout à fait évident qu'on ne peut pas concevoir un État qui fonctionne de manière normale s'il met sur la place publique toute l'information qu'il produit, même de l'information qui n'est pas, disons, finalisée, c'est-à-dire des projets de rapport, des projets de texte. On ne peut pas faire fonctionner un État dans cet État, un État effectivement dans cette situation-ci. Et je crois qu'il est très important
de trouver un équilibre entre, d'une part, le droit d'accès à l'information de la part des chercheurs et du citoyen, mais aussi la préservation. Je crois que la France l'a très bien fait en fin de compte, en essayant de préserver les données en fin de compte personnelles, le secret de l'État, mais aussi en permettant l'accès, tout en insistant sur le fait que la loi française prévoit des dérogations, notamment pour les chercheurs. C'est-à-dire, même pour les documents qui ne sont pas accessibles au public, un chercheur peut éventuellement demander un accès individualisé, et dans la plupart des cas, dans 80 ou 90% des cas, c'est effectivement ces demandes sont satisfaites. Je dirais juste un mot, si vous permettez, sur la contribution des archives à la pérennisation de l'identité. Je crois que c'est très important parce que les archives sont souvent considérées comme des maisons de la mémoire, des sanctuaires de la mémoire. Et le fait effectivement de revenir à un passé pour s'y ressourcer est un acte indispensable, aussi bien pour les individus, les personnes physiques, que pour les personnes morales, surtout dans les périodes de crise en fin de compte politique, crise sociale, crise technologique. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, à travers le monde, 80 à 90% en fin de compte des utilisateurs des archives sont constitués non pas de chercheurs, non pas d'historiens, mais de généalogistes. C'est un retour effectivement aux sources. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, moi je voulais, donc, sur ce rôle de l'archiviste, on a parlé de son rôle effectivement dans la préservation, dans la collecte des archives, dans le classement des archives qui permet leur accès. Et je pense qu'aujourd'hui, la demande de la société, elle va plus loin sur nos missions. Elle nous demande aussi de contribuer à la formation des citoyens. Il y a de ce point de vue-là des expériences intéressantes en France. On fait souvent le lien entre archives et histoire, mais en France on a un enseignement de l'éducation civique et il y a de nombreux services d'archives qui proposent d'accueillir des classes dans leurs ateliers pédagogiques sur ces thématiques d'éducation civique. Qu'est-ce qu'une délibération? Qu'est-ce qu'un maire? Qu'est-ce qu'un préfet? Les grandes institutions, cette connaissance d'institutions rendue beaucoup plus vivante évidemment au travers de documents qui sont présentés aux élèves et qui peuvent être analysés comme dans une sorte de classe transplantée aux archives. Ça c'est un rôle que jouent les archives et elles peuvent aussi donc contribuer à cette éducation sur les valeurs, par exemple en France, les valeurs de la République, la laïcité, l'égalité, voilà, en proposant des ateliers pédagogiques avec un travail sur les documents. Mais au-delà, et vous avez vraiment raison de le dire, effectivement aujourd'hui le public des archives en France, il est pour la grande majorité fait de citoyens, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas dans un cadre professionnel, mais qui viennent pour leur loisir, je dirais, pour leur plaisir, pour faire des recherches. Donc beaucoup de ces recherches se rattachent à la généalogie, mais la généalogie c'est très vaste en fait, parce que ça peut être, il y a les gens qui font leur arbre généalogique, mais après il y a aussi des gens qui vont chercher ce qu'a fait en particulier un de leurs ancêtres, ou comment a vécu leur village pendant telle ou telle période. Voilà. Et puis on voit, et ça c'est quand même un phénomène qui a émergé au cours de ces je dirais 20 dernières années, aussi, les populations issues de l'immigration qui aujourd'hui aussi interpellent les archivistes et souhaitent connaître aussi, participer de cette citoyenneté en trouvant aux archives les traces de leur histoire. Il y a eu des grands débats chez les archivistes, par exemple, sur les principes de conservation, sur certaines typologies de dossiers, les demandes de naturalisation, qui elles sont toutes conservées, mais par exemple les dossiers d'étrangers dans les préfectures, qui suivant les départements n'ont pas toujours eu les mêmes types de conservation et qui aujourd'hui sont une source essentielle évidemment sur l'histoire de ces populations arrivées au cours des 20, 30, 40 dernières années. Donc la revendication mémorielle, la revendication sociale de mémoire, c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui interpelle les archivistes. C'est-à-dire que les archivistes aujourd'hui ne peuvent plus être uniquement dans une sorte de technicité qui serait un peu coupée des grands
débats de la société. Hein. Il y a eu des débats sur la traite négrière, avec voilà, des associations de descendants d'esclaves qui se sont constituées outre-mer mais aussi en métropole. Comment est-ce qu'on répond à cette revendication-là? Comment, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, on répond aussi à la revendication mémorielle autour de l'engagement des troupes d'outre-mer et des populations qui ont été transplantées, Indochinois, etc., pour venir travailler, combattre pour certains, mais travailler aussi en appui de l'effort militaire. Donc ça, aujourd'hui, les archivistes sont très interpellés par cela, ce qui prouve bien que le lien avec la citoyenneté, il se fait, il fonctionne, mais il est toujours questionné et il nécessite toujours pour les archivistes, effectivement, d'être en prise sur les débats qui agitent la société. L'archiviste ne peut pas être juste un technicien un peu hors sol, quoi, je dirais. Merci. Donc nous avons 45 à 20 minutes pour l'intervention de ceux qui veulent dans la salle. Pardon, 15, pardon. Parce que je dis et 45, entre 15 et 20 minutes, excusez-moi. Bon, vous avez la parole, mesdames et messieurs, seulement avec une petite recommandation que les interventions ne se transforment pas en conférence. Merci beaucoup. Monsieur, il faut savoir, connaître la limite, si vous voulez, les frontières entre archives publiques et archives privées. Et dans ce contexte, que veut dire secret d'État? Merci. D'abord, permettez-moi de vous dire que la table ronde a été une table ronde très réussie, puisque sur le plan d'abord de la méthode adoptée, je pense que c'est une réussite, puisque c'est un vrai débat. C'est-à-dire que c'est une vraie discussion autour d'un certain nombre de thématiques. Et puis, la composition de la table ronde me semble équilibrée. Il y a deux historiens. Ce qui est arrivé, c'est que vous avez lancé la thématique pour discuter de citoyenneté et archives, et puis il y a eu une tendance à ce que vous alliez vers les archives, vers l'archiviste, vers les techniques, vous avez complètement laissé, à mon avis, laissé l'histoire et la citoyenneté je crois que c'est j'allais dire les archivistes. Oui, c'est ça, les archivistes qui ont dominé le débat. Et ce qui fait qu'ils nous ont amenés dans ce sens-là. Là, c'est l'historien qui parle. Excusez-moi, mais je dis simplement ce que je sens, ce que je ressens. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, pour revenir maintenant au thème lui-même, je pense qu'il est indéniable que sans l'archive, il ne peut pas y avoir d'histoire. Et j'allais dire, même si ce n'est pas complètement juste, sans l'histoire, il n'y aura pas de citoyenneté, parce que c'est discutable. L'histoire est un élément qui permet qu'il y ait une certaine citoyenneté. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on prend l'exemple de l'histoire du Maroc, par exemple, l'époque de Moussoul derrière, l'époque saadienne, fin 16e siècle, début 17e, et à l'époque de Moulay Ismaïl. Il y a eu, comme a dit c'est à propos d'un autre problème, il y a eu un certain scandale. Pourquoi? Parce que les gens, tous les gens qui avaient des généalogies chez eux, ont commencé à les sortir et à dire nous sommes des chauffards, nous descendons du prophète. Et donc, en fait, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être respecté dans la société, mais c'est parce qu'ils ne payaient pas d'impôts et parce que ça leur permettait une sorte de citoyenneté de premier degré. Ce qui fait qu'on a que le Marzen de l'époque avait pris des décisions sur le Conseil d'Irdana pour dire que toutes les personnes qui veulent essayer de démontrer que leur famille est une famille de chauffards doivent présenter
Seulement ces shajaras sont discutables. Et ils ont commencé à les classer par shofa de première catégorie, shofa de deuxième catégorie, jusqu'à la cinquième. Ceci simplement pour donner un exemple du fait qu'il y a un lien indéfectible entre archives, histoire, construction du passé, mémoire et des exemples comme cela. Il en existe partout parce que pour devenir citoyen, on doit démontrer son appartenance à une certaine communauté. Merci. Merci, c'est un chiffre joli. La parole, de toute façon, je l'aurais fait passer avant toi, ça tu le connais. Asia. Et après toi, je ne donne pas la parole à qui vaut deux. Ma question s'adresse au professeur Etsam à propos du respect du secret d'État, de la vie privée des personnes. Comment peut-on avancer dans la recherche et en même temps préserver ce secret et ne pas utiliser on ne peut pas avancer si on n'utilise pas La rigidité. D'accord. Après, c'est bon, alors moi, j'appuie l'idée de Mohamed El-Zine. Moi, je pense que la réussite de votre table ronde montre bien ce que nous voulons de cette rencontre. Nous ne voulons pas venir ici avec des papiers de communication, mais beaucoup plus un débat ouvert d'abord entre les intervenants et avec le public. Parce que là, c'est notre but de l'association. Moi, je réagis, j'ai beaucoup appris de votre débat et je trouve qu'il est très riche et très intéressant pour nous, pour les étudiants. Et ça pose le problème des archives. Moi, je pense que je me demande avec vous, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire le fait même, citoyenneté et archives et citoyennement, je pense que c'est plus ou moins, c'est un thème qui, à mon sens, ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que beaucoup plus des archives, c'est vrai, la citoyenneté, c'est l'usage des archives. Comment on utilise les archives. Et je pense que Mustafa a parlé, Bouaziz a parlé de cet incident de Vala, l'historien Vala, qui a justement remis en question toute cette la Renaissance. Mais même Vala qui a essayé de remettre en question le don de Constantin, ça a été toute une polémique par la suite parce qu'on a dit que lui aussi n'avait pas de document, mais il a essayé justement parce que c'est dans l'humanisme. Et dans l'humanisme de l'époque, c'était toujours une attaque contre surtout l'Église. Mais je pense que pour nous, pour les historiens, il y a un aspect que je trouve qui a été plus ou moins marginalisé. Parce que l'archive, ce n'est pas seulement le document. C'est-à-dire tout ce qui reste, tout ce que l'humanité produit, donc que ce soit matériel ou aussi l'oral. Et que dire aussi des sociétés qui n'ont pas de documents. Donc là, moi je pense que la citoyenneté, c'est à partir de l'utilisation des archives. L'historien ou le chercheur de manière générale. Et je rejoins l'idée que ce problème qu'affrontent tous les chercheurs, c'est-à-dire comment essayer de travailler sur des choses à base de secret d'État, etc. Et merci. Merci, Sergi. Monsieur. Vous tous pour cette table ronde si bien animée. J'aimerais bien revenir un peu sur les propos du professeur Bouaziz, parce que je pense que vous avez parlé de plusieurs acteurs, bien sûr les archivistes, les historiens, les journalistes, et je pense que c'est très important. On sait très bien qu'il y a aussi des publications de vulgarisation actuellement au Maroc qui donnent beaucoup d'intérêt à l'histoire, qui soulèvent des débats. Et donc je me demande comment vous voyez le rôle de l'archiviste
est-ce que c'est surtout un rôle, disons, plus ou moins passif dans le sens que vous serez surtout des gardiens de ce qui existe, ou est-ce que dans le cas particulier que le professeur Bouaziz a soulevé, il y a quand même un rôle peut-être plus actif à jouer, et comment vous, et ça c'est dans la suite de la question du professeur Pandouli, comment vous avez peut-être encouragé les gens de produire des archives, d'aller à la recherche des archives aux Pays-Bas. On a cet exemple d'un institut pour l'histoire sociale qui a été expressément créé pour garder les archives des mouvements des ouvriers, par exemple, qui n'étaient pas jusqu'à ce moment-là censés dignes d'être gardés. Donc, j'aimerais bien en savoir. Merci Léon. Une autre question par-ci? Non. Donc je donne un tour de table très très bref pour répondre à une ou deux questions, et s'il a répondu à la question, pas besoin que la deuxième personne revienne sur la même question. Si vous le dites. Oui, merci. Je réponds à cette question. C'est les deux dernières questions qui sont une seule. C'est l'usage citoyen de l'IVLM, ces papiers, ces trucs, etc. Et à un certain moment, de les donner aux archives nationales avec des conditions. Et là, c'est là où on peut trouver des trucs qu'on peut, quoi qu'il y ait une loi en France, on peut l'avoir encore ici, de déposer ces archives personnelles avec un contrat donné au bout d'un siècle, il devient public, etc. Et c'est comme ça qu'on peut garder, tout en même temps, gardant les droits futurs d'une demande sociale donnée qui concerne le privé, de ne pas déterminer. Et en même temps, de sauvegarder la vie privée avec un temps assez nécessaire. S'il faut 150 ans, mettons 150 ans. Mais l'essentiel, c'est de garder ces archives. À un certain moment, il devient un outil de travail. De l'autre côté, bien sûr, ne pas déterminer, ne pas broyer, ne pas tout ce qui concerne les archives publiques. Et dans ce cas-là, il faut que, justement, comme a dit mon ami là, il faut que la mentalité change. Parce que ça change pas encore, mais il faut que ça change, il faut que la demande sociale soit à ce niveau-là. Et bien sûr, au niveau de l'historien lui-même, c'est quand il est dans les archives lui-même, quand il a les possibilités d'avoir un traitement spécial pour le non communicable de l'utiliser, d'être responsable. On ne divulgue pas tout. Il y a des choses qu'on peut utiliser, il y a des choses qu'on peut garder, parce que ça va créer un problème qui est difficilement gérable. Alors, au niveau de la communication, bien sûr que les documentalistes, les archivistes ont un rôle important à jouer pour aider justement la vulgarisation, pour aider la communication. Et ça, c'est en sortant des fascicules, c'est un travail que fait la documentation française, par exemple, qui facilite un certain moment, on peut le faire aussi par des publications. Et là, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont ce métier-là de la mémoire, peuvent jouer un rôle important. Bien sûr, j'aimerais, ça c'est une mentalité à moi, que de temps en temps, des archivistes ou des documentalistes font sortir quelque chose qui donnerait matière à scandale, qui pourrait avancer. Ça c'est le journal, c'est la casquette de journal. Mais le problème qui se pose, justement, c'est que ce métier d'archiviste, il est encadré. Quand il exerce dans une entité publique, il est encadré par une législation qui stipule justement les conditions de collecte, de conservation et de communication des archives. Et bien sûr, il fixe exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, même s'il y a toujours matière à interprétation. Et ça me permet de rebondir sur une remarque sur la relation entre archivistes et historiens, parce que ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on est chez les historiens, n'est-ce pas? Mais l'archiviste est en relation avec beaucoup d'autres acteurs. Et c'est ça qui fait la difficulté, c'est-à-dire que dans le quotidien, il est avec ses décideurs, avec ses collègues, et avec les citoyens qui demandent une simple information. Imaginez quelqu'un qui vient demander un titre foncier, quelqu'un qui demande le plan d'aménagement de sa ville. Donc ça, c'est des confrontations liées à des demandes quotidiennes d'information. Puis il y en a avec d'autres chercheurs. On est en train de parler de l'histoire parce qu'on doit réfléchir et analyser le passé, mais on est avec les sociologues, avec les médecins,
médecins, avec d'autres chercheurs. Donc cette relation, elle est importante. L'archiviste, il est au centre, je dirais, de l'action de la recherche et de l'action d'une entité publique ou privée. Ce qui fait de lui non seulement un technicien, et c'est ça le plus important, c'est quelqu'un qui doit être imprégné justement du contexte dans lequel il travaille. Et d'ailleurs, c'est ça que je dois en parler. Dans la formation qu'on a eue, il y avait beaucoup de cours. Certains, au début, ne comprenaient pas pourquoi. Je me rappelle d'un cours qui s'appelait Histoire et classification des sciences. Beaucoup se disaient pourquoi. C'est justement pour comprendre la contextualisation. L'histoire du Maroc. Donc, on avait un cours, l'histoire du Maroc. Donc, certains amis disaient pourquoi on a besoin d'étudier ce cours d'histoire. Justement, on avait des cours, d'autres cours, notamment par exemple sur les sources orales. Notre ami tout à l'heure l'a évoqué. Donc, c'est une formation qui veut faire un archiviste, justement, qui comprend son contexte, mais qui est acteur dans la limite, bien sûr, de ce que prévoit la loi. Parce que là, il y a le secret professionnel, je pense qu'on parlait, et il y a la protection des données personnelles, et c'est là l'équilibre et l'exercice d'une fonction dans ces contraintes n'est pas toujours facile. Les archivistes sont-ils que des gardiens du temps? Je dirais non, mais avant, je voudrais en fin de compte répondre à une question qui a été posée qui concerne les archives publiques et les archives privées. La loi 69/99 définit en fin de compte dans son article 2 ce qu'on entend par archives publiques. Ce sont des documents qui sont produits et reçus par les ministères, les organismes et les établissements publics, les sociétés privées chargées d'une mission publique. C'est-à-dire que les sociétés concessionnaires, par exemple le REDA, Araba, ces archives en fin de compte sont considérées comme des documents publics, des archives publiques, et par conséquent ils sont inaliénables et imprescriptibles, ils doivent être versés à un certain moment aux archives du Maroc. Donc les archives privées en réalité, c'est tout ce qui n'est pas produit par les organismes et les institutions dont je viens de vous parler. Mais de plus en plus à l'échelle internationale, même dans les pays en fin de compte où la propriété privée prime, les États interviennent pour la sauvegarde des archives privées qui ont un intérêt historique. C'est le cas par exemple en France où on sauvegarde, l'État sauvegarde les archives des syndicats, des entreprises, des petites entreprises, même des grandes entreprises qui n'ont pas toujours les moyens et qui ne se soucient pas en fin de compte de la préservation de leur mémoire. Je reviens en fin de compte à la problématique, en fin de compte, comment peut-on faire plutôt de la recherche tout en préservant le secret des individus. Je vais vous raconter le secret des individus et le secret des États exactement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsqu'effectivement, donc, M. Taufeq, l'actuel ministre des Hamous, était conservateur de la Bibliothèque nationale archives, il m'avait demandé de traiter, c'est-à-dire de classer les archives du protectorat. Et on avait commencé par un fonds, le plus important, c'est le fonds des municipalités. Il y en avait 18. Et j'ai feuilleté un petit peu, parce que le rôle de l'archiviste en fin de compte, ce n'est pas de faire de l'histoire, mais c'est plutôt de préparer du matériel pour les historiens. Et en feuilletant effectivement certains dossiers relatifs à certaines en fin de compte municipalités, j'ai découvert des documents étonnants, notamment un document concernant les membres des municipalités, des conseils municipaux, qui étaient à l'époque de la colonisation nommés, et non élus, sauf à Casablanca. Alors, il y avait effectivement des notices individuelles sur chaque membre, où on indiquait le nom, le prénom, la profession, la situation de fortune, et puis un élément important et très gênant en fin de compte pour les personnes en fin de compte concernées, et la position vis-à-vis des autorités coloniales. Et souvent, donc, vous avez des termes du genre, c'est un ami de la France, c'est notre ami, ou bien c'est quelqu'un en fin de compte dont il faut se méfier, à surveiller. Et lorsque j'ai vu ça en fin de compte, ça m'a un petit peu interpellé. Et je suis allé en parler à M. Taufeq en lui disant, bon voilà, il y a effectivement ces informations qui sont là. D'autant plus que les archives nominatives, d'après la loi, ne peuvent être communiquées que 60 ans à partir effectivement de la naissance des individus. Bon, j'ai dit en fin de compte, le délai n'est pas expiré, par conséquent, est-ce qu'on doit ou pas en fin de compte mettre ces documents à la disposition des chercheurs? Alors moi personnellement, je suis contre une libéralisation totale effectivement des archives, tout en essayant d'avoir certaines limites. Et
Mais monsieur Touré, lorsque j'ai en fin de compte raconté ça à monsieur Touré, j'ai dit en fin de compte, si vous portez ça, comme cette information, à l'ordre des autorités compétentes, ils vont tout de suite en fin de compte vous demander de fermer les archives et de les laisser en fin de compte qu'ils étaient depuis 1956 jusqu'à pratiquement 1998, ce qui est absolument aberrant. Donc on a parti effectivement de cette information et puis on s'est dit, si on a vu quelque chose, on n'a pas vu en fin de compte cette information, elle est passée inaperçue. Mais ce qu'on devrait en principe faire, on peut très bien faire de la recherche tout en évitant effectivement de citer des noms. Il y a aussi tous les documents statistiques qui sont nominatifs. On peut éventuellement donner l'information tout en évitant de signaler effectivement le nom des personnes. Et c'est pour cette raison, en fin de compte, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des dérogations à l'étranger en France. On vous demande en fin de compte de signer un engagement comme quoi vous n'allez pas citer de nom. Vous allez prendre l'information et vous n'allez pas signer. Voilà. Secret d'État. Les secrets d'État, effectivement, là aussi, en fin de compte, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire il y a quelques instants. La loi, effectivement, sur les archives du Maroc, dans l'un de ses articles, a défini les délais de communicabilité d'un certain nombre de documents qui se rapportent effectivement au secret de l'État. Notamment, comme je dis, les documents statistiques, les relations commerciales avec l'étranger, effectivement, tout ce qui est archives de sécurité, relatif à la sécurité, pas de compte, intérieur et extérieur. Donc, tous ces documents en réalité ne sont accessibles que 60 années à partir effectivement de la date où ils sont produits. C'est un petit peu donc les mêmes délais qui étaient prévus par la législation française, notamment le bas de 79 sur les archives, qui a été revu entre le temps. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas en réalité faire fonctionner un État s'il n'y a pas des délais de communication d'un certain nombre de documents, en fin de compte, sensibles. Alors, gardien de cimetière, en fin de compte, ça rejoint un petit peu les fonctions des archivistes. Donc, traditionnellement, les archives, en fin de compte, ce sont généralement des érudits qui s'enferment dans des cas où ils essaient de déchiffrer en fin de compte certains documents indéchiffrables pour le commun des mortels et qui de temps en temps reçoivent effectivement la visite d'un historien qui leur demande des renseignements concernant ces documents. Alors, cette vision de l'archiviste a prévalu pendant très longtemps et il continue effectivement d'être collé effectivement aux fonctions des personnes qui travaillent aux archives. Mais depuis en fin de compte la Deuxième Guerre mondiale, ça a complètement changé. L'archiviste, bien sûr, continue de préparer effectivement les développements pour les chercheurs, mais il est aussi un auxiliaire de l'administration et des citoyens en fin de compte pour permettre l'organisation des documents qui sont produits aujourd'hui et ces documents qui doivent être mis à la disposition de l'État, des gouvernants, mais aussi des gouvernés. Et aujourd'hui, on parle même d'archiviste comme, disons, un pionnier du futur, parce qu'il y a de nouveaux supports d'information, notamment les supports numériques, qui font que, à tous les niveaux, dans les administrations, en tant que personne, en tant qu'individu, nous produisons et nous recevons énormément d'informations. Ces informations, on peut facilement les transférer ailleurs, auprès de multiples utilisateurs. On peut aussi, en fin de compte, les travailler et les traiter, ce qui fait qu'on peut carrément prévoir, dans certains cas, certains faits, certaines actions. Et c'est pour cette raison que l'archiviste est aussi, ça continue effectivement d'être un gardien de cimetière, si vous voulez, entre guillemets. C'est aussi quelqu'un qui s'occupe du présent, mais c'est quelqu'un en fin de compte qui est aussi ouvert sur le futur. On peut parler d'un pionnier en fin de compte du futur. Merci. Un dernier mot, Agnès Vatica. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement la citoyenneté se fonde sur l'usage que l'on a des archives et on peut imaginer que les archives du Maroc se développant, cet usage qui est aujourd'hui celui pour grande part des historiens deviendra un usage beaucoup plus large avec un public qui viendra aux archives non plus à titre professionnel mais à titre, je dirais, de citoyen. Ce que je voudrais dire, c'est que l'archiviste est aussi un citoyen, donc parfois une citoyenne. Et qu'à ce titre-là, il a, dans le cadre de son exercice professionnel, me semble-t-il, la responsabilité d'être à l'écoute de la société, de ses demandes. Sur la collecte, bien sûr, dans le cadre des relations avec les administrations, ces délais de communicabilité qui sont
souvent mal compris du public, nous aident à obtenir la collecte de fonds, des renseignements généraux, des fonds de police, des fonds sensibles, voilà, parce qu'effectivement ces délais garantissent que les documents seront accessibles qu'à un moment où ils ne porteront plus atteinte soit à la sécurité, soit aux personnes. Mais la collecte, elle va au-delà de ça, et c'est vrai que vous parliez des archives des ouvriers, des mouvements sociaux. Aujourd'hui, par exemple, sur la guerre de 14-18, il y a eu 2 opérations en France de ce qu'on appelait la grande collecte, où on s'adressait là, non pas à des associations, à des institutions, mais vraiment à monsieur tout le monde, et on a invité les gens à venir confier aux archives, soit donner, soit pour une numérisation, des documents d'archives privées, d'archives familiales, et on a vu alors comment les familles avaient conservé souvent beaucoup de petits documents, etc., mais aussi parfois des ensembles extrêmement intéressants de correspondances, des journaux de guerre, voilà, des documents tout à fait importants qui du coup rentrent dans la mémoire nationale grâce à cette opération. Et on est là effectivement sur à la fois effectivement une sollicitation des archivistes, mais aussi la réponse à une demande sociale de mémoire très importante sur cette période de notre histoire. Donc voilà, je voudrais dire ça, vraiment que l'archiviste il est aussi citoyen, et dans les choix, dans les actions qu'il mène de collecte, de traitement aussi, le fait de classer ou ne pas classer certains fonds va permettre d'avancer plus vite la recherche dans tel ou tel domaine. On a aussi une responsabilité, on n'est pas uniquement, je dirais, des techniciens et des gardiens des cimetières. Non, en fait, Merci Agnès, merci Salah, merci Moustapha, merci Bouaziz et merci à cette aimable assistance.